Mon mari m'a offert une écharpe que je portais tous les jours. Un jour, je l'ai perdue dans le bus. En rentrant, un jeune homme me l'a rendue en disant « Ne la portez plus jamais. Ce soir, mettez-la sous l'oreiller de votre mari. » Le lendemain matin, j'étais sans voix en voyant. Lucie réalisa qu'elle n'avait plus son foulard juste en arrivant au portail de sa maison. Cela faisait à peine une minute. Le doux tissu de couleur lilas lui abritait le cou, mais maintenant le col de son manteau était ouvert et le vent froid du nord lui transperçait la peau. Elle resta immobile sous le lampadaire, passa sa main sur son épaule et regarda vers la rue sombre. L'arrêt de bus était à moins de 200 m derrière les hauts murs des maisons brillaient quelques fenêtres. Le vent balayait les feuilles mortes sur l'asphalte. Le foulard aurait pu glisser à l'intérieur du bus, sur les marches ou près du kiosque du coin quand Lucie cherchait ses gants dans son sac. Elle lâcha une malédiction à voix basse et fit demi-tour. Charles lui avait offert le cadeau 4 jours plus tôt. Lors de leur anniversaire de mariage, pendant le petit déjeuner, il avait posé à côté de sa tasse de café une boîte allongée nouée d'un ruban argenté, puis il avait observé comment elle déballait le fin papier. « Laine et soie, avait-il dit. Comme tu aimes. » Lucie toucha le tissu et regarda son mari avec surprise. « Tu l'as choisi toi-même ? Qui d'autre ? Les vendeuses me proposaient des choses très criardes, mais j'ai tout de suite imaginé ce ton lilas sur toi. » Il avait souri comme avant, quand ils commençaient à peine à vivre ensemble. Ces derniers mois, Charles rentrait tard à la maison, s'excusant de problèmes avec les fournisseurs, de retard de transport et de réunions urgentes. Les conversations pendant le dîner étaient devenues courtes. À ces questions, son mari répondait qu'il en avait assez de l'irresponsabilité d'autrui. Le cadeau lui sembla une offrande de paix. Cette même nuit, Laure appela sa mère et lui proposa de se voir le samedi. Charles, en entendant le nom de sa belle-fille, s'assombrit immédiatement. Elle a encore besoin de quelque chose. Elle veut juste manger avec moi. Elle a son propre appartement, un bon travail et sa vie d'adulte. Pourtant, elle ne peut pas vivre une semaine sans toi. Lucie garda le silence. Son mari considérait que l'appartement de 2 pièces acheté pour Laure après l'université avait été un cadeau excessivement cher. Il oubliait les années passées dans des chambres louées tandis que sa femme montait son agence immobilière presque à partir de zéro. Le lendemain matin, après la discussion, Charles lui-même sortit le foulard de l'armoire et le posa sur les épaules de sa femme. « Je veux juste que nous ayons aussi du temps pour nous deux. » Ces mots désarmèrent Lucie. Elle l'embrassa avant de partir et décida de ne pas revenir sur la désagréable conversation. Et maintenant, le cadeau était jeté on ne sait où. À l'arrêt, le conducteur d'un bus vide lui permit de fouiller l'intérieur, mais le foulard n'y était pas. Lucie vérifia le banc, regarda derrière un panneau publicitaire et demanda à la vendeuse du kiosque qui était sur le point de fermer. « Il y a des gens très divers qui passent par ici, » répondit la femme. « Les bonnes choses sont ramassées tout de suite. » Lucie sentit monter la frustration. Elle allait appeler Charles quand elle remarqua une jeune femme marchant sur le bas-côté. L'inconnue était petite. Elle portait un long manteau sombre et un foulard voyant. En dessous dépassaient des cheveux noirs ondulés. Dans ses mains, elle tenait le foulard lilas. « Pardon, mademoiselle, attendez. » La jeune femme s'arrêta. Son regard glissa sur le visage de Lucie puis s'arrêta sur son cou déboutonné. « Vous cherchez ceci ? » ?»« Oui. »« Où l'avez-vous trouvé ? » ?»« Près de la poubelle. » Le vent l'a traîné jusqu'au trottoir. Lucie prit le foulard et vérifia si le bord était taché. Le tissu était toujours propre. « Merci beaucoup. Je pensais déjà qu'on l'avait emporté. » Elle ouvrit son sac pour sortir son portefeuille, mais la jeune femme recula. « Pas besoin d'argent. Prenez au moins pour un café. Vous m'avez rendu un grand service. » « Pas besoin. » Lucie rangea son portefeuille et allait mettre le foulard dans un sac. L'inconnu leva brusquement la main. « Ne le mettez pas et ne le lavez pas à la maison. » Pourquoi la jeune femme regardait-elle le foulard comme si le tenir était dangereux ? « C'est un cadeau de votre mari, n'est-ce pas ? » Lucie sourit de côté. « Maintenant vous allez me dire que vous voyez le passé à travers le foulard. » « Je ne vois rien à travers lui. »« Alors, comment le savez-vous ? » Au lieu de répondre, l'inconnu demanda. « Votre mari l'a apporté lui-même à la maison et vous a demandé de toujours le porter dans la rue ? » Le sourire disparut du visage de Lucie. Les questions semblaient trop précises,
bien que l'explication puisse être simple. L'alliance était visible même la nuit. Les choses chères sont souvent offertes à la femme. N'importe quel voyant de pacotille est capable de construire une supposition à partir de quelques détails. Écoutez, je vous remercie de votre aide, mais je suis pressé. Elle plia le foulard et le rangea dans le sac. La jeune femme baissa la voix. Ne le remettez jamais. Ce soir, mettez-le sous l'oreiller de votre mari, mais ne lui demandez rien. Demain matin, voyez ce qu'il fait. Pourquoi? Si votre mari ne cache aucun secret, il sera simplement surpris. S'il en cache un, il se dénoncera lui-même. Lucie fronça les sourcils. Quel secret? L'inconnu regarda vers le bus. Le conducteur avait fini sa cigarette et était monté dans le véhicule. Au kiosque, le clic de la serrure retentit. La vendeuse éteignit la lumière. Je peux me tromper, dit la jeune femme. C'est pourquoi, vérifiez d'abord. Vous savez parfaitement que je ne vous dis pas cela par hasard. Je m'appelle Noémie. Je travaille à l'atelier de retouche derrière la pharmacie. Demain, vous m'y trouverez si vous voulez entendre la suite. Quel est votre nom de famille? Romero. Vous savez mon nom? Noémie secoua la tête et marcha rapidement vers le passage zébré. Lucie l'appela. Cependant, la jeune femme ne se retourna pas. Le bus démarra, illumina la route avec ses phares et disparut après le virage. L'arrêt devint désert. Elle était à 3 minutes de chez elle, cependant, elle commença à se sentir mal à l'aise. Charles la reçut dans le hall. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt clair. De la cuisine arrivait une odeur de viande grillée. Pourquoi as-tu mis tant de temps? J'allais t'appeler. J'ai perdu le foulard. Son mari dévia son regard vers son cou. Celui que je t'ai offert. Je l'ai trouvé. Il est tombé près de l'arrêt. Heureusement que tu ne l'as pas perdu. J'ai parcouru la moitié de la ville jusqu'à ce que je choisisse le bon. Il lui enleva son manteau et le pendit au porte-manteau. Lucie essayait de comprendre si cet homme était capable de cacher un secret dans un morceau de tissu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai froid. Le dîner est presque prêt. À table, Charles parlait d'un lot de matériaux de construction bloqués à l'entrepôt. Lucie écoutait à peine ses paroles. Noémie pouvait être une escroqueuse qui, le lendemain, commencerait à lui parler de mauvais œil et de salut payant. Seulement, la jeune femme avait refusé l'argent. Où étais-tu aujourd'hui? Demanda Charles. J'ai montré l'appartement de la Grande Rue. Puis j'ai rencontré le propriétaire du terrain. Je suis rentré en bus. J'ai laissé la voiture ce matin à l'atelier pour une révision. Il posa sa fourchette. Qu'ont-ils trouvé? Pour l'instant, rien. Le mécanicien a promis d'appeler demain. Je t'ai dit qu'il fallait la changer. Elle est vieille. Elle a 7 ans. Pour le train de vie que tu lui donnes, c'est beaucoup. Son mari lui rappela la visite du samedi à une villa en banlieue pour laquelle elle devrait marcher presque 1 kilomètre depuis le dernier arrêt de bus. Je crois que je vais reporter le rendez-vous, dit Lucie. Le client est de ceux qui ont de l'argent. Ces propriétés ne peuvent pas être laissées passer. Le matin, je t'accompagnerai jusqu'au bus. L'adresse était dans son agenda, donc la connaissance de son mari ne semblait pas étrange. Après le dîner, Charles alla au bureau pour répondre à des emails. Lucie monta dans la chambre, ferma la porte et sortit le foulard. Sous la lumière vive, le tissu était impeccable. L'étiquette de la marque était cousue près du bord avec des fils lilas. Une zone se différenciait du reste. Là, les points étaient plus petits et plus serrés, comme si l'étiquette avait été retirée récemment puis refixée. En dessous, on sentait une petite bosse. Ce n'était pas une épingle ni une étiquette oubliée, mais une plaque fine et dure. Son premier réflexe fut de prendre des ciseaux et de découdre les fils. Lucie avait déjà ouvert la boîte à couture, mais se rappela les mots de Noémie. Ne rien demander, vérifier d'abord. On entendit des pas sur le seuil. Elle cacha le foulard sous la couette et ferma la boîte. Charles entra sans frapper. Que fais-tu? Je cherche de la crème pour les mains. Lucie regarda la boîte à couture et se mit à rire. Je me suis trompé. La crème est dans la salle de bain. Son mari s'arrêta près du lit.
Son regard parcourut la chambre, s'arrêta sur la couette puis revint vers sa femme. « Tu es un peu bizarre depuis l'arrêt. La journée a été lourde. » Il s'approcha, l'embrassa par les épaules et l'embrassa. « Ne tombe pas malade. Je ne peux pas être sans toi. » Lucie perçut l'odeur familière de son eau de Cologne. Il fut un temps où ces mots lui donnaient de la chaleur. Maintenant, devant ses yeux, apparurent les poings serrés près de l'étiquette. « Je vais prendre une douche, dit-elle, se libérant de son étreinte. Son mari sortit. Lucie sortit de nouveau le foulard. La bosse était exactement sous le nom du fabricant. Charles pourrait n'avoir rien à voir avec ça. Peut-être que le magasin avait installé une étiquette de sécurité qu'ils avaient oublié de retirer. Dans ce cas, la vérification du matin semblerait ridicule, mais pourquoi Noémie savait-elle que le cadeau avait été choisi par son mari? Lucie appela Laure. Sa fille répondit presque immédiatement. « Maman, tout va bien. Je voulais juste entendre ta voix. Charles s'est encore fâché à cause de notre repas. Ne commence pas. Il fait des efforts. Tu dis toujours la même chose après ses cadeaux. » Lucie s'approcha de la fenêtre. En bas, son mari se dirigeait vers le garage, tenant son téléphone près de l'oreille. « Comment sais-tu pour le foulard? Hier, tu m'as envoyé une photo. Il est joli. Il te va bien? » Charles regarda vers la maison et disparut derrière la porte du garage sans allumer la lumière. « Maman, tu as une voix bizarre. » Lucie voulut lui raconter pour Noémie, mais se retint. Laure se méfiait de son beau-père depuis longtemps et pour l'instant la mère n'avait aucun fait concret qui valait la peine d'être discuté. « Je t'appelle demain. » Après la conversation, elle resta quelques minutes de plus à regarder le garage sombre. Charles revint un quart d'heure plus tard. À la question de savoir où il était allé, il répondit qu'il vérifiait la serrure. À 11 heures, ils se couchèrent. Son mari s'endormit rapidement, tourné vers le mur. Lucie entendait sa respiration, le ronronnement de la chaudière en bas et les rares voitures qui passaient dans la rue. Le foulard était dans l'armoire. Elle se convainquit plusieurs fois d'oublier l'étrange conseil. Le matin, elle pourrait aller à l'atelier, écouter Noémie et décider quoi faire ensuite. Mettre un objet sous l'oreiller d'un homme adulte semblait un test absurde. Cependant, la dure petite plaque sous l'étiquette existait. Vers 2 heures du matin, Lucie se leva en essayant de ne pas faire grincer le lit. Elle prit le foulard, revint et souleva délicatement le bord de l'oreiller de son mari. Le tissu lilas glissa à l'intérieur. Sous le coussin, Charles bougea. Elle resta raide. Il arrangea sa couverture et redevint immobile. Lucie se coucha de son côté, ferma les yeux et tenta de se calmer. Le sommeil tarda à venir. Puis ses pensées commencèrent à se brouiller. Elle se réveilla par un mouvement à ses côtés. Par la fenêtre, la première lumière du matin s'infiltrait. L'horloge indiquait 6h15. Charles était assis sur le lit, les pieds au sol. Sa main droite était sous l'oreiller. Lucie entr'ouvrit les paupières, ne laissant qu'une fente. Son mari sortit le foulard et ne fut pas surpris. Il ne regarda pas sa femme. Il n'essaya pas de comprendre comment ce vêtement était apparu dans le lit. Ses doigts trouvèrent immédiatement l'étiquette de la marque. Il pressa la bosse, retourna le tissu et vérifia la couture. Le visage de Charles se tendit. Puis il regarda brusquement Lucie. Elle ne bougea pas. Son mari se leva lentement et tira le tiroir inférieur de sa table de nuit jusqu'au bout. Derrière lui, il y avait un deuxième téléphone portable. Lucie ne l'avait jamais vu auparavant. Charles prit le foulard, le téléphone aussi, et sortit dans le couloir. Il ferma la porte de la chambre presque inaudiblement. La femme attendit quelques secondes puis se leva. Le sol refroidit la plante de ses pieds nus. De la salle de bain vint le clic du loquet. Lucie s'approcha et colla son oreille à la porte. Au début, on n'entendait qu'un murmure. Puis son mari parla à voix basse. « Vois, le localisateur a fini sous mon oreiller. » Pause. « Et que sais-je ? Elle dort. Je suppose qu'elle a remarqué la couture ou l'a trouvée par hasard. » La voix de son interlocutrice était indiscernable. « Dis à ton homme de ne rien faire pour l'instant. Nous résoudrons ça avant samedi. » Lucie se couvrit la bouche de la main. À ce moment-là,
de l'intérieur de la salle de bain, retentit la courte mélodie d'un appel vidéo. Charles lâcha une malédiction à voix basse. « Aline, pourquoi as-tu touché ici ?» La voix d'une enfant résonna clairement. « Papa, tu vas venir aujourd'hui ? Maman dit que nous allons bientôt vivre dans ta grande maison. » Quelques instants. Charles garda le silence. « Donne le téléphone à maman. Elle est sous la douche en ce moment. » Aline. Raccroche. Tu auras bientôt ta propre chambre. Lucie s'éloigna de la porte. Son dos toucha le mur. Des taches sombres dansaient devant ses yeux, mais elle resta debout. Son mari avait une autre femme. Il avait une petite fille qu'il appelait papa. Et quelque part existait un homme qui se préparait à faire quelque chose le samedi, tandis que le localisateur devait lui montrer le chemin. De l'autre côté de la porte, Charles coupa brusquement l'appel. Le loquet tourna. Lucie eut à peine le temps de faire un pas vers la chambre quand la porte de la salle de bain commença à s'ouvrir. La porte s'ouvrit de la largeur d'une paume. Charles jeta un coup d'œil dans le couloir et vit sa femme près du mur. Lucie porta ses doigts à ses tempes comme si elle venait de sortir de la chambre. « Que fais-tu là ?» demanda-t-il. « J'ai très mal à la tête. Je voulais une pilule. » Son mari ne bougea pas. Derrière lui, la lumière était allumée. Dans sa main, il avait le deuxième téléphone. Le bord lilas du foulard dépassait derrière son dos. Les médicaments sont dans la cuisine. J'avais oublié. Je ne suis pas encore tout à fait réveillé. Elle fit un pas vers l'escalier. Charles sortit, ferma la porte et se planta devant elle. Tu es levé depuis longtemps. Je viens de sortir. Tu n'étais pas à mes côtés. Il scrutait son visage, essayant de comprendre si elle avait entendu la conversation. Et pourquoi t'es-tu arrêté près de la salle de bain? J'ai eu des vertiges. Son mari lui posa la main sur l'épaule. Le geste semblait affectueux, mais les doigts serrèrent plus que d'habitude. Retourne au lit. Je t'apporte de l'eau. Lucie se retourna et marcha lentement vers la chambre. Son dos attendait un cri. Lucie. Elle se tourna. Cette nuit, tu as changé les draps. La tête d'oreiller a glissé. J'ai bien remis les coussins et j'ai mis le foulard là. La femme fit une brève pause, comme si elle se souvenait. Je suppose que je me suis trompé dans l'obscurité. Je l'ai laissé sur la table de nuit quand je cherchais la crème. Je l'ai mis sous ton oreiller au lieu du mien. Je voulais le repasser à la vapeur ce matin. Pourquoi t'es-tu mise si nerveuse? Charles dévia le regard. Il avait le foulard en main. Le téléphone avait réussi à le cacher derrière son dos. « Que as-tu là ?» demanda Lucie en désignant son bras. « Mon vieux portable de travail. Hier, je l'ai récupéré du bureau. Je veux transférer quelques contacts. Pourquoi ne l'avais-tu pas vu avant? Je ne l'utilise presque jamais. » Charles prit le foulard et passa son doigt sur l'étiquette. « Tu n'as rien remarqué ici. » Et que devais-je remarquer? La couture s'est défaite. Je n'avais pas fait attention. Son mari sourit d'un air suffisant, bien qu'aucun soulagement n'apparaisse sur son visage. Tu as une étrange habitude d'oublier des choses dans des endroits inattendus, tout comme les téléphones. Par exemple. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Lucie fut la première à détourner le regard et s'assit sur le bord du lit. Apporte-moi la pilule. Je ne me sens vraiment pas bien. Charles ne se pressait pas de partir. Hier, à l'arrêt, personne ne t'a approché? La question l'attendit. La vendeuse du kiosque et le conducteur du bus. Et qui a trouvé le foulard? Une jeune femme près d'une poubelle. Je l'ai remerciée et elle est partie. Il resta pensif. Pour l'instant, il est préférable que tu ne mettes pas le foulard. La couture est effilochée. Je vais le porter à l'atelier de retouche. Auquel? J'en chercherai un par ici. Charles sortit vers le garage. Une minute plus tard, la serrure de la porte principale retentit. Lucie courut à la fenêtre. Son mari traversa la cour et entra dans le garage. Dans sa main, il portait le foulard. Le deuxième téléphone était toujours dans sa poche. Elle se coucha et tira la couverture jusqu'à son menton. Ses mains tremblaient, alors elle dut entrelacer ses doigts sur son estomac.
Dans sa tête résonnait la voix enfantine. Et j'aurai ma propre chambre. L'enfant l'avait appelé papa sans hésiter. Cela signifiait que la relation durait depuis longtemps. Charles avait une autre famille, sa propre vie, des plans pour sa maison. Il revint du garage sans le foulard. Il entra dans la chambre déjà avec de l'eau et un analgésique. Lucie avala la pilule, bien que la douleur fût inventée. Aujourd'hui, ne sors nulle part. J'appellerai moi-même l'agence immobilière. Pas besoin. À 9 heures, ça ira mieux. Il lui toucha le front. Tu n'as pas de fièvre. 20 minutes plus tard, Charles revint déjà en costume. Je dois aller au bureau plus tôt. Je récupérerai la voiture de l'atelier cet après-midi. La mienne? Oui, au passage, je saurai ce qu'ils ont trouvé. J'appellerai moi-même le mécanicien. J'ai déjà parlé avec lui. Ils vont vérifier les freins et la suspension. Il embrassa sa femme sur les lèvres. Le contact de ses lèvres lui provoqua du dégoût, mais Lucie ne recula pas. Écris-moi quand tu seras tout à fait réveillé. De la fenêtre, elle vit son mari monter dans sa voiture. Il ne démarra pas tout de suite. Il sortit d'abord son téléphone, toucha l'écran plusieurs fois et seulement alors quitta la cour. Lucie attendit que la voiture disparaisse, ferma la porte d'entrée à clé et retourna dans la chambre. Le tiroir inférieur de la table de nuit était vide. En dessous, il y avait un étroit creux. Il y avait un câble de charge et une petite clé sans porte-clés. Elle photographia la cachette. Elle remit le tiroir à sa place et composa le numéro de l'atelier mécanique. Bonjour, je suis Lucie Valdès. Avez-vous une voiture ici? Ah, oui, le chef d'atelier a vu la commande. Oui, nous avons reçu le véhicule hier. La révision est prévue pour aujourd'hui. Quels défauts ont été signalés? Bruit étrange au freinage et vibrations à haute vitesse. Je n'ai rien signalé de tout cela. L'homme hésita. Le bon a été ouvert par votre mari. Il a dit que vous aviez remarqué ces symptômes depuis plusieurs jours. Ne faites rien sans mon consentement écrit et ne donnez les clés à personne d'autre que moi. D'accord. Je laisserai une note. Lucie raccrocha. Charles l'avait privée d'avance de sa voiture et l'envoyait insidieusement prendre le bus. Elle arriva à l'atelier de retouche en taxi. En chemin, elle vérifia plusieurs fois le rétroviseur. La peur s'accrochait à chaque voiture sombre et à chaque silhouette familière sur le trottoir. Derrière la pharmacie, il y avait un local avec une enseigne décolorée qui disait de retouche Antoinette. Sur la porte, il y avait un mannequin avec un manteau à moitié terminé. Lucie entra. Au-dessus de sa tête, une clochette tinta. Derrière le comptoir, une femme d'une cinquantaine d'années cousait une fermeture éclair à une veste. Bonjour. Je cherche Noémie Romero. La propriétaire leva la tête. Pour quel sujet? Hier, elle m'a rendu un vêtement à moi. De derrière un rideau apparut Noémie. Elle portait un pantalon noir et un chemisier clair, les cheveux tressés en une grosse tresse. Tante Antoinette, je sors quelques minutes. Il y a beaucoup de travail. C'est important. Elles passèrent dans l'arrière-boutique, où il y avait 2 machines à coudre, des boîtes de fil et une table à repasser. Noémie ferma la porte. Vous avez fait ce que je vous ai dit? Je l'ai fait. Mon mari a trouvé ce qui était caché. Il s'est réveillé, a passé sa main sous l'oreiller et a immédiatement vérifié l'étiquette. Puis il a sorti un deuxième portable. La jeune femme baissa les yeux. Alors je ne me suis pas trompé. Expliquez-moi tout maintenant. Sans énigme. Le foulard est chez vous. Mal. Pourquoi le localisateur est-il là? Lucie la regardait, attendant la suite. Quel localisateur? Un petit appareil qui transmet la localisation. On peut le voir via une application. Vous êtes sûr? Je l'ai cousu moi-même. Le sens des mots tarda à s'assimiler. Vous? Il y a 2 semaines, une femme grande, blonde, un peu plus jeune que vous, est venue ici. Elle a apporté un foulard neuf et un appareil de la taille d'un gros bouton. Elle m'a demandé de le cacher sous l'étiquette de la marque. Comment s'appelait-elle? Elle s'est présentée comme Béatrice. Elle n'a pas donné son nom de famille. Lucie se souvint de Charles murmurant dans la salle de bain.
Vois, le localisateur a fini sous mon oreiller. Que vous a-t-elle dit? Que sa tante âgée oubliait des choses dans les bus. Cet appareil devait aider à trouver le sac ou les vêtements. Pourquoi alors m'avez-vous prévenu? Noémie s'appuya sur la table. Pendant que je travaillais, Béatrice parlait au téléphone. Elle a d'abord dit que le foulard devait être offert à une femme. Puis elle a ajouté, dis-lui que tu as mis beaucoup de temps à le choisir. Elle porte depuis des mois tout ce que tu lui offres. Quoi d'autre? Elle se promenait près de la fenêtre et parlait plus bas. Je n'ai pas tout entendu, puis on a entendu, l'essentiel est que le samedi, elle le porte. Ainsi, l'homme verra grâce au localisateur où elle est descendue du bus et ne se trompera pas exactement. Ainsi. Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement? Noémie soutint son regard. Avec quoi? Avec un fragment de conversation. Mais c'est Charles qui est venu chercher le foulard. Le lendemain, il a vérifié la couture, a payé en euros en espèces et a demandé si l'appareil pouvait être changé s'il cessait de fonctionner. Vous l'avez reconnu hier immédiatement. Quand je vous ai vu chercher le foulard perdu, j'ai compris que l'histoire de la tante âgée était un mensonge. Pourquoi avez-vous déduit que c'était mon mari? Béatrice a dit que l'homme viendrait lui-même chercher le vêtement et l'offrirait à la femme. Puis il est venu. Hier, vous portiez une alliance. Et le foulard était exactement le même. Faites le lien. Lucie se passa la main sur le visage. Vous auriez pu tout me raconter à l'arrêt. J'aurais pu. Et m'auriez-vous cru? La réponse était évidente. La veille, Lucie avait pris la jeune femme pour une voyante. Pourquoi m'avez-vous conseillé de mettre le foulard sous l'oreiller? Quelqu'un qui ne sait rien aurait demandé d'où venait un vêtement étranger là. Votre mari devait trouver immédiatement l'étiquette. Ainsi, vous avez eu des preuves au moins pour vous-même. Il parlait avec Béatrice. Il lui a dit que son homme ne fasse rien pour l'instant jusqu'à samedi. Noémie pâlit. C'est-à-dire que le danger est réel. Il a une fille avec cette femme. Une petite fille lui a fait un appel vidéo par accident et a dit qu'elle vivrait bientôt dans notre grande maison. Le silence s'installa dans l'arrière-boutique. De l'autre côté de la porte, la machine à coudre ronronnait. Tante Antoinette répondait à quelqu'un sur la longueur d'une manche. Vous avez enregistré la conversation, demanda Noémie. Je n'étais pas debout près de la porte et j'avais peur de bouger. Alors vous ne pouvez pas rentrer seul. Il ne sait pas encore que vous l'avez entendu. Lucie lui raconta sa confusion inventée avec les oreillers. La jeune femme écouta sans interrompre. Peut-on retirer le localisateur sans abîmer le foulard? Oui. Il faut découdre quelques points. Il a probablement déjà retiré l'appareil. Pas nécessairement. Si le plan est lié au samedi, il aura besoin de l'appareil. Samedi, je dois aller voir une villa en banlieue. Charles a insisté pour que j'y aille en bus et a envoyé ma voiture en révision sous un faux prétexte. Noémie se redressa brusquement. C'est un long chemin depuis l'arrêt. Presque 1 kilomètre. Il n'y a presque pas de maison en chemin. Je n'y vais pas. Lucie s'approcha de la fenêtre. Sur le parking, il y avait des voitures près de la pharmacie, les passants se pressaient à leurs occupations. Je dois savoir qui est cette Béatrice. Je peux la décrire. Mieux, montrez-moi l'enregistrement de la caméra. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Dehors, il y en a une à la pharmacie. Mais je ne sais pas si l'enregistrement d'il y a 2 semaines est conservé. Il restait le reçu de la commande. Béatrice n'en a pas voulu. Elle a payé en espèces et a dit qu'elle n'avait pas besoin du papier. La femme avait délibérément choisi un atelier où les clients étaient rarement enregistrés. Noémie sortit une carte de visite. Voici mon numéro. Ne le rangez pas sous mon nom. Êtes-vous prête à confirmer vos paroles? Oui. Je raconterai tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait. Même si on m'accuse de complicité. Je ne savais pas à quoi servait l'appareil. Si je me tais maintenant, ce sera pire. Antoinette frappa à la porte. Noémie, le client attend. J'arrive tout de suite. Lucie arrêta la jeune femme. Pourquoi hier ne m'avez-vous pas demandé d'argent? Pourquoi l'aurais-je fait? Pour avoir cousu moi-même quelque chose de dangereux. Vous avez cru Béatrice? Je l'ai cru.
Maintenant je dois réparer au moins ce qui est en mon pouvoir. Dans la rue, Lucie appela Laure. Sa fille répondit d'une voix endormie. Maman, que tu appelles tôt? Aujourd'hui, tu télétravailles jusqu'à l'heure du déjeuner. Que s'est-il passé? Charles t'a fait quelque chose, Laure? S'il te plaît, pas de questions par téléphone. Sa fille se mit immédiatement en alerte. Où es-tu? Près de la gare routière. Je vais commander un taxi. Je t'ouvre le portail. Le téléphone vibra quand la voiture était déjà arrivée. C'était Charles qui appelait. Comment te sens-tu? Demanda-t-il. Mieux, tu es à la maison. Lucie regarda l'enseigne de l'atelier qui s'éloignait. Oui, je viens de me réveiller. J'ai oublié un dossier au bureau. Je reviens dans environ 40 minutes. Elle se força à répondre calmement. D'accord, je t'attends. Après l'appel, le chauffeur de taxi demanda s'il devait faire demi-tour. Non, continuez tout droit. Charles se dirigeait vers la maison. Dans 40 minutes, il verrait la chambre vide et comprendrait que sa femme lui avait menti. Lucie ouvrit l'application avec les caméras de sa maison. L'écran montrait la cour, le porche et la porte. Elle passa à l'enregistrement du matin. Son mari était sorti avec le foulard. Il avait disparu dans le garage puis était revenu sans lui. Une minute plus tard, il était de nouveau apparu et avait regardé vers les fenêtres. La femme agrandit l'image. Dans sa main, Charles tenait un petit objet noir. Il le pressa, regarda vers la maison et le rangea dans sa poche. Ce n'était pas une clé. Le localisateur était déjà en sa possession. Au même instant, la voiture de son mari apparut à l'écran. Il entra dans la cour avant l'heure convenue. Charles sortit rapidement sans même fermer la porte du conducteur et se dirigea vers la maison. Lucie ne répondit pas. Son mari composa une deuxième fois, puis une troisième. Ensuite, un message arriva. Où es-tu? Elle leva les yeux vers la route. Il restait 10 minutes pour arriver chez Laure. Un nouveau message apparut presque immédiatement. Lucie. Le téléphone se ralluma dans sa main. Elle coupa le son de l'appareil. Le chauffeur de taxi garda le silence. Par la fenêtre défilaient des quartiers connus et la femme croyait voir la voiture de Charles à chaque coin de rue. Laure l'attendait près du portail. En voyant sa mère, elle ouvrit la porte arrière de la voiture. Monte vite. Dans l'appartement, ça sentait le café. Lucie enleva son manteau, mais garda son sac en bandoulière. Ferme la serrure du haut. Sa fille obéit et la prit par le poignet. Tu trembles? Que s'est-il passé? Lucie lui raconta pour le foulard, le localisateur, le deuxième portable et la conversation derrière la porte de la salle de bain. Les mots sur la petite Aline de 5 ans furent les plus difficiles. Laure tenta de l'interrompre plusieurs fois, mais sa mère lui demandait d'écouter jusqu'au bout. Quand elle prononça la phrase sur l'homme à qui on avait ordonné de retenir jusqu'à samedi, la jeune femme ferma son ordinateur portable. Tu ne rentreras plus seule là-bas. J'ai besoin de mes affaires et de mes documents. Nous les récupérons plus tard. Dans la maison, il reste ma carte d'identité, les papiers de l'agence immobilière, les clés du coffre-fort. Ta vie est plus importante que des dossiers. Lucie s'affala sur une chaise. Tant d'années à vivre à mes côtés, et hier, il préparait le dîner en toute tranquillité. Pendant ce temps, il commentait où un type devait me trouver. Laure posa un verre d'eau devant elle. Tu as l'enregistrement de la conversation? Non, les caméras de la maison n'enregistrent pas le son, seulement l'image. Alors nous garderons tout ce que nous avons. Sa fille téléchargea le fragment du matin, en enregistra une copie sur une clé USB et en envoya une autre vers un stockage sécurisé. N'ouvre pas les messages de Charles via la notification. Qu'il croit que tu n'as rien vu. Il sait déjà que je suis parti, mais il ne sait pas ce que tu sais. Le téléphone vibra. Charles appelait. Lucie regardait l'écran sans oser répondre. Prends, dit Laure. Mets le haut-parleur. Je vais allumer l'enregistreur. Sa fille ouvrit l'application et hocha la tête. Dis-moi, dit Lucie. Où es-tu? La voix de Charles semblait calme, mais les mots étaient tranchants. Chez Laure. Pourquoi m'as-tu menti en disant que tu étais à la maison?
Je me suis de nouveau senti mal. J'ai eu peur de rester seul. Tu aurais pu le dire tout de suite. Tu étais pressé. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis rentré en 20 minutes. Tu n'étais déjà plus là. Lucie garda le silence. De l'autre côté, le silence s'installa. Lucie, je suis inquiet. Ce matin, tu étais bizarre. Puis tu as disparu. J'avais envie d'être avec ma fille. Encore une fois, elle te monte contre moi. Laure fronça les sourcils. C'est à cause de la façon dont tu la traites. Je ne t'ai même pas dit que j'allais la voir. Comment je la traite? La question sonna trop vite, avec des préjugés. Tu la tolères, mais tu ne l'acceptes pas. N'invente pas. Je n'invente pas. Son mari laissa échapper un soupir bruyant. Rentrez à la maison. Nous en parlerons sans témoin. Je resterai ici jusqu'au soir. Je ne te le conseille pas. C'est une menace. C'est une demande de ne pas détruire notre famille pour les fantasmes de ta fille. L'appel fut coupé. Laure arrêta l'enregistrement. Il est nerveux. Il fait pression. Tu crois qu'il a découvert que tu savais pour la balise? Ça ne suffit pas pour le savoir. Pour une accusation, oui. Pour une enquête urgente, ça servira. Avec le témoignage de Noémie et l'enregistrement de la caméra. Lucie regarda l'écran éteint. Pourquoi te déteste-t-il autant? Ça l'agace que tu es quelqu'un qu'il ne contrôle pas. Je lui permettais de dire des atrocités sur toi. Au début, tu discutais. Puis tu as commencé à me voir en dehors de la maison comme si tu faisais quelque chose de honteux. Laure s'assit en face d'elle. Je me fâchais, surtout après l'histoire de l'appartement. Il y a 3 ans, Lucie avait acheté un appartement à sa fille avec ses économies personnelles déposées sur un compte d'épargne pour sa fille avant le mariage. Charles apprit l'opération après l'enregistrement et fit un scandale. Il cria que sa belle-fille devait contracter un prêt hypothécaire elle-même comme les autres. Puis il déclara que Laure attendait la mort de sa mère pour réclamer la moitié de la maison. Lucie qualifia ces mots de répugnants. Son mari s'excusa, apporta des fleurs, mais la relation entre lui et la jeune femme se détériora définitivement. Il est toujours revenu sur le sujet de l'héritage, dit Laure. Même quand j'étais en bonne santé, je croyais que Charles avait peur de se retrouver sans maison. La maison avait été achetée sous le régime de la communauté des biens. La moitié lui appartenait déjà. Lucie leva la tête. Si quelque chose m'arrivait, ma part passerait aux héritiers légaux. As-tu fait un testament? Non. Laure prit une feuille et dessina un schéma. Alors, ta moitié serait répartie entre lui et moi selon la légitime. La phrase de la petite Aline sur la grande maison ne semblait plus une fantaisie enfantine. On avait promis à l'enfant une chambre là où Lucie vivait actuellement. Il a tout calculé, murmura-t-elle. C'est possible, mais nous avons besoin de faits. Laure chercha le numéro de Thérèse Dupont, qui gérait les affaires juridiques de l'agence. Appelle-la. Dis-lui que tu as besoin d'une consultation urgente pour menace de mort. Quelques minutes plus tard, l'avocate fixa un rendez-vous et leur demanda de se rendre immédiatement à son cabinet. Elles commandèrent un VTC jusqu'au portail d'à côté. Thérèse les reçut dans son cabinet, ferma les stores et commença à prendre des notes. Lucie lui remit l'enregistrement de l'appel, la vidéo de la cour, les photos du creux et le numéro de Noémie. Le localisateur lui-même là. Mon mari, termina-t-elle de raconter. Le foulard est resté à la maison. Êtes-vous prête à déposer une plainte dès aujourd'hui? Oui. Alors, n'enquêtez pas par vous-même, et n'essayez pas de faire avouer votre mari. Il est déjà prévenu. Je dois récupérer mes documents. Après être allé au commissariat et avec un accompagnement policier, en cas de menace pour votre sécurité, vous ne pouvez pas y retourner seul. L'avocate demanda alors de rédiger une chronologie des faits. Lucie l'a vérifié avec le registre des appels et la caméra. Ne supprimez aucun message, avertit Thérèse. Gardez les originaux. Faites des captures d'écran de manière à ce que la date, l'heure et le numéro soient visibles. Au commissariat de police, l'inspecteur de police, Didier Lebrun, les reçut. Il écouta l'enregistrement de l'appel et demanda à Lucie d'exposer les faits en détail. La déclaration dura presque 2 heures. Elle raconta sans supposition,
seulement les actes, les phrases et l'heure. Elle insista particulièrement sur le prochain voyage du samedi, l'adresse de la villa, l'absence de véhicule et le tronçon solitaire depuis l'arrêt de bus. Qui a fixé le rendez-vous? Demanda Lebrun. Le propriétaire a appelé l'agence. Mon employé a parlé. Charles a vu la note dans mon agenda et a commencé à me convaincre d'y aller. Les coordonnées du propriétaire sont sur le portable de travail et dans la base de données. Pour l'instant, ne le contactez pas. L'inspecteur demanda des détails sur Béatrice, Aline et l'homme inconnu. Lucie répondit qu'elle avait entendu la voix de l'enfant depuis son téléphone dans la salle de bain et qu'elle avait à peine entendu son amante. Noémie est prête à corroborer vos paroles. D'accord. Lebrun appela la jeune femme devant Lucie, se présenta et lui proposa de venir au commissariat. Elle accepta. Où pouvez-vous rester aujourd'hui? Demanda-t-il à la fille. Votre mari connaît l'adresse. Oui. Alors changez d'endroit au moins pour quelques jours. Ne le communiquez à personne, sauf à une personne de votre entière confiance et à votre avocate. Laure objecta que sa mère resterait avec elle et ajouta qu'elle appellerait une amie pour qu'elle passe la nuit là. Afin de ne pas rester seule, l'inspecteur appuya cette décision pour que tout dorme ensemble dans l'appartement de la fille. Votre mari peut se présenter là-bas et essayer de parler. Nous ne pouvons pas permettre une rencontre dangereuse. Et mes documents. D'abord votre sécurité. Quant aux prochaines étapes, nous ne vous communiquerons que ce que nous exigerons de vous. Il ne promit pas une arrestation immédiate. Lucie comprenait qu'une conversation inquiétante n'était pas suffisante pour une accusation de complot pour meurtre. Noémie arriva au commissariat accompagnée de tante Antoinette. La jeune femme portait son carnet de commandes. Sur la page du jour correspondant, il y avait une annotation, foulard, étiquette, tracker, espèce. À côté figurait le montant. J'annote les commandes pour moi, expliqua-t-elle. La cliente ne m'a pas donné son nom de famille. Lebrun l'invita à passer dans son bureau. Lucie et sa fille furent priées d'attendre dans le couloir. Pendant qu'elles attendaient, Laure vérifia le téléphone de sa mère. Voici le compte partagé. Charles peut voir les appareils qui y sont liés. Je l'ai configuré moi-même quand j'ai perdu mon portable l'année dernière. J'ai désactivé la localisation, dit la fille à travers la porte vitrée. Lucie voyait Noémie répondre aux questions. Sa tante était assise à ses côtés. La jeune femme risquait son atelier et sa tranquillité pour une inconnue. Le téléphone vibra. Charles lui avait envoyé un message. Laure, elle veut encore nous séparer? Ne la laisse pas détruire ta vie. Rentrez à la maison. Je t'aime. Lucie montra l'écran à l'avocate. Celle-ci appela Lebrun. Il enregistra les messages avec une caméra officielle et lui demanda de ne pas répondre. Vers le soir, la tension emplissait l'appartement de Laure. Sur la table reposait la chronologie des événements et une clé USB avec les copies des vidéos. Marine, l'amie de Laure depuis leurs années étudiantes, arriva après le travail avec un sac de voyage et vérifia immédiatement les serrures. Je t'ai apporté une robe de chambre, des chaussons, une brosse à dents et tes médicaments pour la tension, dit-elle à Lucie. Merci. Je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans. Une nuit ne va pas gâcher ma vie. Dans la cuisine, Laure expliqua pourquoi sa mère ne pouvait pas rentrer chez elle. Marine écoutait en silence et ne posa qu'une seule question. Le foulard sert à suivre son chemin. Oui, demain maman devrait marcher depuis l'arrêt presque 1 kilomètre dans une zone dépeuplée. Alors, on ouvre la porte à personne. Charles peut-il se présenter ici, dit Lucie. Qui l'appelle? Si je refuse catégoriquement de parler, il se rendra compte que son plan a été découvert. Dans la dernière heure, son mari avait envoyé 2 messages. Dans le premier, il lui demandait de se calmer et de ne pas écouter sa fille. Dans le second, il écrivait qu'il avait acheté les chocolats préférés de Lucie et qu'il voulait passer. Elle le communiqua à l'inspecteur Didier Lebrun. Le policier lui demanda de fixer elle-même un rendez-vous. Si Charles apparaissait au portail, elle devait l'appeler avant d'ouvrir la porte. Vers 20 heures, la voiture de son mari se gara dans la rue. Laure fut la première à la voir depuis le balcon. Il est arrivé. Charles sortit des sacs de course et un bouquet de chrysanthèmes blancs, puis se dirigea vers le portail. Laure composa le numéro de Lebrun et activa le haut-parleur. Mon mari est arrivé. On voit des sacs et des fleurs.
Ne le laissez pas entrer dans l'appartement, répondit-il. Parlez seulement dans le hall. S'il commence à menacer ou tente de passer, coupez immédiatement. Allumez l'enregistreur à l'avance. On sonna à l'interphone. Lucie mit la robe de chambre bordeaux que Marine lui avait apportée. Laure glissa un petit enregistreur dans la poche latérale et vérifia le témoin lumineux. Ça marche. Je reste dans le salon, dit Marine. Laure sera dans la cuisine. S'il nous voit toutes les trois, il se doutera de quelque chose. Lucie ouvrit la porte du palier. Quand Charles monta, sa femme retira la chaîne, entrebâilla la porte et resta sur le seuil. Son mari semblait fatigué. Il portait les fleurs, un petit paquet et des sacs lourds. Tu me laisses entrer? Laure ne veut pas que nous parlions à l'intérieur. Je suis venu te voir toi. Alors parlons ici. Charles regarda par-dessus l'épaule de sa femme. De la cuisine arrivait de la lumière, mais on ne voyait pas sa fille. D'accord, ce sera un instant. Il posa l'un des sacs par terre et lui offrit le bouquet. Je t'ai acheté des chrysanthèmes. Tu as dit que les lys te donnaient mal à la tête. Tu te souviens. Lucie prit les fleurs. Son mari se souvenait des petits détails et en même temps était capable de planifier son parcours mortel avec une autre femme. Voici de la nourriture et des chocolats à la cerise. Chez Laure, il y a de la nourriture. Je voulais avoir une attention pour toi. Il déballa le papier du petit paquet. À l'intérieur se trouvait le foulard lilas. Lucie serra fort les tiges du bouquet. Tu l'as apporté? Bien sûr. Ce matin, j'ai remarqué la mauvaise couture et je l'ai emmenée à une couturière que je connais. Elle a réparé l'étiquette. Si vite? Ce sont 10 minutes de travail. Charles lui montra le bord. Les points semblaient neufs et sous l'étiquette, la bosse était de nouveau palpable. Cela signifiait que le localisateur était revenu à sa place. Prends-le. Il a fait frais dans la rue. J'ai peur de le perdre à nouveau. Tu ne le perdras plus. Attache-le bien fort. Lucie accepta le foulard et le posa sur l'un des sacs. Tu es venu juste pour ça. Il s'approcha, mais ne franchit pas le seuil. J'ai passé toute la journée sans pouvoir travailler. Tu es parti, tu m'as menti, tu as désactivé la localisation et tu as cessé de me répondre. Tu imagines comment je me sentais? J'avais besoin d'être avec Laure. Elle t'a convaincu que je suis ton ennemi. Nous n'avons pas parlé de toi de toute la journée. Je ne te crois pas. Lucie baissa le bouquet pour que le tissu de la robe de chambre ne se tende pas sur la poche. Charles, je suis fatigué. Je ne veux pas discuter. Il adoucit la voix. Moi non plus. Rentrons à la maison. Aujourd'hui, je reste ici et demain. Le moment était venu pour lequel elle avait accepté de lui ouvrir la porte. Demain, je dois aller voir la villa. J'irai la montrer, car le client a fait une place. Après y être allé, je reviendrai ici pour passer la nuit. Dimanche, je rentrerai à la maison. Sur le visage de son mari, une lueur de soulagement apparut, qu'il cacha instantanément. Tu as décidé de ne pas annuler la visite. L'agence immobilière ne peut pas perdre un bon bien immobilier à cause d'une dispute conjugale. Tu fais bien. Il regarda le foulard. La voiture reste à l'atelier jusqu'à lundi, alors je devrais prendre le bus. Je peux t'y emmener. Tu m'as dit que demain soir tu avais un dîner d'entreprise et que tu étais occupé le matin. Je peux me libérer. Pas besoin. Depuis le dernier arrêt, ce n'est pas loin. On dirait qu'il ne va pas pleuvoir. Je ferai une promenade. Charles hocha la tête. Alors, appelle-moi quand tu arriveras. La couverture est très mauvaise là-bas. Au moins, écris-moi avant de descendre du bus. D'accord. Au moins, écris-moi avant de descendre du bus. Son regard s'arrêta sur l'étiquette. Tu le mettras demain. S'il fait froid, je le mettrai. Ainsi mon cadeau sera près de toi et je serai plus tranquille, sachant que tu n'auras pas froid. La phrase sonnait comme une pure attention et un grand soin. En entendant l'enregistrement isolé du reste des faits, personne n'y aurait trouvé une menace. Dimanche, je préparerai un bon dîner, continua Charles. Poisson au four, légumes et cette sauce que j'ai faite le réveillon du Nouvel An. Très bien,
nous nous assiérons tous les deux et nous parlerons. Je comprends que ces derniers temps, j'ai été un peu brusque. Le stress du travail me submergeait. À la maison, nous nous disputions toujours à cause de l'or. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Que proposes-tu? Repartir de zéro, sans soupçon, ni reproche, ni fuite après chaque dispute. Lucie parvint à peine à retenir un sourire. Son mari promettait un nouveau départ à la femme pour laquelle il préparait la fin. Nous parlerons dimanche. Tu es sûr que tu vas revenir? Oui. Charles l'embrassa avec soin. Lucie ne bougea pas. Sa joue frôla le col froid de son manteau. Je t'aime, murmura-t-il. Dans la poche, l'enregistreur continuait d'enregistrer. J'ai besoin de temps. Je te le donnerai. Son mari se sépara, lui passa la main dans les cheveux et l'embrassa sur les lèvres. Lucie se laissa toucher, sachant que derrière la porte de la cuisine, l'or contenait son envie de sortir. Fais très attention demain. Cette route est très solitaire. Tu n'as jamais été à cette villa. J'ai regardé l'adresse sur Internet. J'ai vu qu'il y a une pinède et une carrière abandonnée à côté. Un frisson parcourut le dos de Lucie, mais son visage resta impassible. Tu as étudié à fond mon rendez-vous. Je me soucie de ma femme. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Non. Il lui tendit l'autre sac. Appelle-moi demain matin. Je t'appellerai. Charles sortit et descendit les escaliers. Lucie ferma la porte, mit la chaîne et s'appuya contre le mur. Le sac faillit lui tomber des mains. Laure sortit en courant de la cuisine. Il a mentionné la carrière. Il aurait pu voir l'adresse dans ton agenda et la chercher sur la carte. Mais pourquoi mon mari étudierait-il les environs d'une de mes propriétés? Marine prit les courses en charge. Éteins d'abord l'enregistreur. Lucie sortit l'appareil. Il n'a rien dit de direct, mais il a confirmé qu'il connaissait la route, que la route était solitaire et qu'il y avait une carrière, répondit Laure. En plus de t'insister beaucoup pour que tu mettes le foulard. Dans la cuisine, Marine mit des gants jetables et rangea le foulard lilas dans un sac en plastique propre. Ne touchez pas l'étiquette tant que la police n'arrive pas et la nourriture ne peut pas non plus être mangée, dit Laure. Lucie appela Lebrun. Celui-ci lui demanda de ne rien déballer et se présenta en 40 minutes accompagné d'un expert de la police scientifique et d'une agente de la brigade criminelle, Pauline Dubois. Avant la fouille, ils clarifièrent qui avait touché les objets et le notèrent dans le procès-verbal. Ils photographièrent le foulard à l'intérieur du sac puis le déplièrent sur une surface aseptique. L'agent de la scientifique mesura la position de l'étiquette et sépara les points. Sous le tissu se cachait le petit localisateur noir. Il prit note du numéro de série et emballa l'appareil séparément. « Allez-vous le remettre dans le foulard ?» demanda Laure. « Ensuite, l'appareil sera joint aux preuves de l'affaire », répondit Lebrun. « Mais pour l'instant, nous l'utiliserons pour notre opération. Demain matin, nous le récupérerons de cet appartement, tel qu'il est prévu que la balise se déplace. » Ils écoutèrent l'enregistrement intégral. Il n'y avait aucune confession directe. Charles s'était comporté de manière attentive comme un mari aimant. « La mention de la carrière nous servira-t-elle » demanda Lucie. « Elle sera évaluée avec le reste des données. Seule, elle ne prouve rien. Les cartes Internet sont accessibles à tous. Que va-t-il se passer demain? Nous monterons une opération pour garantir votre sécurité et vérifier nos informations. Vous n'irez pas au rendez-vous. Charles s'attend à ce que le localisateur fasse son chemin. Nous en tenons compte. » Pauline Dubois enleva sa veste et se plaça à côté de Lucie. Elles étaient à peu près de la même taille et de la même corpulence. Les cheveux de l'agente étaient plus foncés, mais de loin, les différences pourraient être dissimulées avec un bonnet et un peu de maquillage. « J'irai à votre place, dit-elle. Elle sera escortée dans le bus et près de la Pinède, il y aura des groupes d'intervention cachés. » Laure pâlit. « Et si le criminel est armé? C'est pourquoi votre mère restera ici. Je porterai une protection dissimulée sous mes vêtements, une communication ouverte et j'aurai des collègues à plusieurs endroits. Il doit attaquer pour que vous puissiez l'arrêter. » Lebrun intervint. « Personne n'attendra qu'il y ait des conséquences fatales. Le motif de l'arrestation est déterminé par les actions du sujet. Nous ne discutons pas des détails tactiques avec des civils. » Lucie montra à Pauline sa façon de marcher,
comment elle nouait habituellement son foulard et son habitude de porter son sac. Laure apporta des bottes similaires. « Prenez mon manteau, dit Lucie. « Je le ferai, répondit Pauline. À une certaine distance, l'exécuteur se guidera en premier lieu par le localisateur et le foulard. Lebrun précisa l'heure du bus, l'arrêt pour la correspondance, le nom du propriétaire de la maison et le numéro de l'employé de l'agence immobilière qui avait reçu l'appel. Le matin, vous appellerez votre mari, lui indiqua-t-il à Lucie. Vous lui direz que vous êtes sorti et que vous avez mis le foulard à cause du froid. N'ajoutez rien de plus. Ensuite, votre téléphone sera gardé par ma collègue jusqu'à la fin de l'opération. Vous resterez ici avec votre fille et avec Marine. Charles pourrait se présenter ici. Il y aura une surveillance devant votre portail. N'ouvrez pas la porte. Jusqu'à demain matin, le foulard et le localisateur resteront avec vous, rappela Lebrun. Laure sortit un plan imprimé de la route. Depuis le dernier arrêt, le chemin longeait quelques maisons dispersées puis tournait vers la Pinède. À droite commençait la pente de la vieille carrière. Plus loin se trouvait la villa. Le propriétaire a-t-il vraiment fixé le rendez-vous, demanda Lucie. L'authenticité de cet appel est en cours de vérification. Pour l'instant, supposez que personne ne vous attend sur la propriété. Le client pourrait faire partie du plan. Il y a plusieurs possibilités. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Lucie regarda de nouveau le plan. Demain, une autre femme emprunterait ce chemin et l'homme qui l'attendrait près du bois serait sûr de voir sa victime. Quand les agents partirent, sur la table restèrent les fleurs, les chocolats et les courses. Les chrysanthèmes blancs semblaient frais, comme s'ils avaient été apportés par un mari modèle après une simple dispute. Marine mit le bouquet dans un vase. « Je le jette ? Laisse-le jusqu'à demain. » Pourquoi ? Je veux me souvenir à quoi ressemble l'affection quand elle est utilisée pour cacher le calcul d'une autre personne. Laure rangea les sacs dans un coin éloigné. Après ça, tu ne retourneras pas chez toi. Je ne retournerai que pour mes affaires et uniquement si je suis accompagné. Marine prépara le canapé-lit du salon. Laure se coucha à côté de sa mère et son amie s'installa dans le fauteuil-lit. Avant minuit, Charles envoya un message. Merci de m'avoir parlé. Dimanche, je t'attends à la maison. Demain, mets le foulard sans faute. Ils annoncent beaucoup de vent. Lucie renvoya la capture à Lebrun. La réponse arriva en 1 minute. Gardez le message. Ne répondez plus. Elle laissa le téléphone sur la table de chevet et éteignit la lumière. Le sommeil ne venait pas. De l'autre côté du mur fonctionnait le réfrigérateur. Dans la rue résonnaient des portières de voitures. Maman, l'appela Laure, dis-moi, tu as encore le temps de recommencer à zéro, vraiment. Lucie se souvint du baiser dans le hall, des sacs de courses et du foulard que son mari lui avait si gentiment conseillé de mettre pour le chemin. Autrement, ça ne peut pas être, répondit Lucie. Au même moment, dans son bureau du commissariat, Lebrun déployait sur la table la carte de la zone. Pauline Dubois essayait le manteau de Lucie et les agents du groupe d'intervention marquaient des positions près de la Pinède et de la carrière. Les préparatifs pour l'opération avaient commencé. Le samedi, Lucie se réveilla quelques minutes avant que le réveil ne sonne. La chambre était sombre. Seule une fine fente de lumière de la cuisine s'infiltrait sous la porte. Marine était déjà réveillée. Assise à la table en pull, elle tenait une tasse de thé et prêtait attention à tout bruit venant de la rue. Laure était allongée à côté de sa mère, mais ouvrit les yeux dès que celle-ci bougea. « Quelle heure est-il ? 8h15, ils vont bientôt arriver. » Lucie mit sa robe de chambre et sortit dans la cuisine. Le foulard lilas reposait dans un sac transparent sur une chaise à part. Après l'inspection, il avait été remis à sa propriétaire pour qu'elle le garde jusqu'au lendemain matin, en lui avertissant de ne pas toucher l'étiquette. Le localisateur restait à l'intérieur. L'appareil devait se déplacer sur la route à laquelle Charles était habitué et lui montrer que sa femme tenait sa promesse. Une voiture banalisée de couleur sombre apparut dans la rue. Elle ne s'arrêta pas devant le portail, mais un peu plus loin, derrière une rangée de véhicules garés. De la voiture descendit l'inspecteur Didier Lebrun. Il fut suivi par l'agente Pauline Dubois. Celle-ci portait le manteau de Lucie. Un bonnet de laine lui cachait les cheveux et de loin son visage semblait similaire grâce au maquillage. Même le sac avait été choisi d'une couleur et d'une taille similaires.
Lebrun appuya sur l'interphone. C'est nous. Laure ouvrit la porte du portail. Pauline monta la première, suivie de Lebrun. Dans le hall, l'agente s'arrêta devant le miroir. Je me ressemble, demanda-t-elle. Lucie vit son propre manteau, le foulard clair sous le col et sentit ses jambes fléchir. Le tueur à gages attend une femme avec un localisateur et un foulard lilas. Il verra mon visage quand il n'aura plus le temps de faire marche arrière. Laure sortit le foulard du sac. Vérifiez si l'appareil fonctionne. Pauline sortit le portable de service, attendit la confirmation de son collègue technicien et hocha la tête. Le signal émet. Elle enroula le tissu lilas autour de son cou, exactement comme Lucie lui avait montré la veille. Une extrémité tombait sur la poitrine et l'autre restait dans le dos. Trop lâche, observa la propriétaire. Je le serre généralement plus vers le menton. Pauline ajusta le nœud. Lebrun intervint quelques minutes plus tard. Il demanda à Lucie d'appeler son mari devant lui. L'enregistreur était déjà allumé. Charles répondit rapidement. Tu es déjà levé. Oui, je vais sortir maintenant. Comment te sens-tu? Normal. Il fait froid dans la rue, alors j'ai mis ton foulard. Tu fais bien. Il te va très bien. Lucie regarda Pauline Dubois. J'arriverai à la villa. Je jetterai un coup d'œil à la propriété et je retournerai chez Laure. Demain, nous nous verrons à la maison. Je t'attends. Appelle-moi quand ton rendez-vous sera terminé si tu as de la couverture. Et fais très attention. Elle raccrocha. Ses doigts étaient devenus glacés. À partir de maintenant, votre téléphone sera porté par Pauline, dit Lebrun. Votre mari pourra voir le mouvement de votre appareil via le compte familial partagé. Les deux signaux émettront simultanément. Lucie remit son portable à l'agente. Celle-ci le rangea dans son sac. Jusqu'à la fin de l'opération, n'ouvrez la porte à personne et ne sortez pas de l'appartement, les avertit Lebrun. Charles pourrait essayer de vérifier votre activité. Une surveillance est mise en place aussi bien chez vous que chez votre fille. S'il se présente ici, que Laure n'ouvre pas la porte. Pauline Dubois avait déjà posé sa main sur la poignée de la porte quand Laure murmura. Faites très attention. L'agente la regarda sans sourire. Merci. Je ferai exactement ce que le plan exige. Lebrun s'attarda une minute de plus. Nous vous contacterons. Nous appellerons le numéro de Laure. Lucie les accompagna jusqu'à la porte. Pauline ajusta le col du manteau emprunté et soutint le regard de la propriétaire un instant. Toutes deux savaient que l'une d'elles allait vivre dans les prochaines minutes un moment de danger extrême, un danger destiné en réalité à l'autre. Après leur départ, l'appartement sembla vide. Marine prépara du café frais, mais personne n'y goûta. Pauline Dubois monta dans le même bus que Lucie aurait dû prendre. Deux agents en civil étaient dans le véhicule, mélangés parmi les passagers. Les autres avaient déjà pris position près de la Pinède, de la vieille carrière et du chemin menant à la villa. Au dernier arrêt, Pauline descendit seule. Une caméra de surveillance installée à l'intérieur d'une voiture discrète retransmettait l'image au poste de commandement. Le technicien vérifiait le mouvement du localisateur. Le signal suivait la route attendue par les organisateurs du crime. Le chemin longeait d'abord quelques maisons particulières jusqu'à ce que les murs disparaissent. À gauche s'élevait la Pinède. À droite, le terrain descendait vers la fosse de la carrière recouverte de végétation. Plus loin, on apercevait le toit de la villa. Pauline marchait sans hâte, son sac en bandoulière. Sous son manteau, elle portait un gilet pare-balles. Dans sa manche, elle cachait un bouton de panique. Près d'un virage, elle aperçut une fourgonnette grise garée sous des arbres de manière à ne pas être visible depuis l'arrêt. Le siège du conducteur était vide. Soudain, un homme apparut derrière elle. Il marchait sur le bas-côté, accélérant le pas. Il portait une veste sombre, une casquette et un masque chirurgical. L'homme gardait la main droite cachée dans sa poche. Pauline continua sa marche. « Et, attendez !» cria-t-il. Elle se retourna à moitié. « Vous allez à la propriété numéro 17 ? Je viens de la part du propriétaire. Il m'a demandé d'attacher les chiens errants. » L'homme essayait de parler d'un ton désinvolte, mais s'approchait par le côté, lui coupant le passage vers la route principale. Il était à environ 5 mètres d'elle.
Le propriétaire m'a prévenu qu'il me recevrait lui-même, répondit l'agente. Il est occupé. Venez par ici, nous allons raccourcir. L'inconnu lui désigna un sentier vers la carrière. Je resterai sur le chemin. L'homme sortit sa main de sa poche. Un couteau y brilla. De l'autre main, il tenta de lui attraper le sac. Donne-moi le portable et tais-toi. Pauline Dubois recula et pressa le bouton caché dans sa manche. Ne vous approchez pas. L'individu se jeta sur elle, réussit à attraper l'extrémité du foulard lilas et tira la femme vers la pinède. De parmi les arbres surgirent simultanément 3 agents d'intervention. 2 autres bloquèrent l'accès à la fourgonnette. Halte, police nationale. Jetez le couteau. Main en l'air. L'agresseur lâcha le foulard et s'enfuit éperdument vers la pente. Après quelques pas, il glissa sur la terre humide, mais n'eut pas le temps de se relever. Il fut plaqué au sol, désarmé et menotté. Lors de la fouille préliminaire effectuée en présence de témoins, on lui confisqua le couteau, une matraque télescopique, des serre-câbles en plastique et un téléphone portable sans contact enregistré dans l'agenda. Dans sa poche, il portait une photographie imprimée de Lucie avec le foulard lilas. La photo avait été prise devant son agence immobilière quelques jours plus tôt. À l'intérieur de la fourgonnette, ils trouvèrent une pelle, un bidon d'essence, des vêtements de rechange et un sac vide. Sur le sol gisaient de vieilles plaques d'immatriculation. Tout le matériel fut saisi, catalogué et scellé. Le détenu s'appelait Hector Lambert. Il avait des antécédents de vol avec violence et de détention illicite d'armes. Au début, il déclara qu'il ne cherchait qu'à voler une passante quelconque. Lebrun ne discuta pas avec lui. Il lui communiqua qu'il avait droit à un avocat et qu'il serait interrogé formellement. Le téléphone d'Hector ne cessait de recevoir des messages. L'écran s'alluma quand l'appareil était déjà scellé dans le sac de preuves. Sur la notification apparut une courte phrase. Le signal s'est arrêté. Que se passe-t-il? Le message provenait du numéro de Béatrice. Il ne reçut pas de réponse. Presque au même moment, Charles, qui assistait à son dîner d'entreprise, ouvrit l'application de suivi. Le point rouge était resté immobile près de la carrière. Puis le signal disparut complètement. Il appela Lucie à plusieurs reprises. Le téléphone était gardé par Pauline Dubois, donc les appels furent enregistrés, mais personne ne répondit. Quelques minutes plus tard, son mari écrivit « Où es-tu » Et puis un deuxième message « Réponds-moi ». Dans l'appartement de Laure, encore étrangère à tout cela, les 3 femmes étaient assises à la table de la cuisine, regardant sans cesse l'horloge. Lucie se leva plusieurs fois, jeta un coup d'œil par la fenêtre et se rassit. Vers 10 heures du matin, Lebrun appela Laure. L'exécuteur a été arrêté. Notre agente est indemne. Restez dans l'appartement. Les investigations continuent. Lucie ferma les yeux. Laure l'embrassa et Marine se joignit à elle. Est-ce que tout est fini? Demanda la fille. Non, répondit la mère. Pour l'instant, ils n'ont attrapé que celui qui est allé sur le chemin. Lebrun vint chercher le téléphone de Lucie pour certifier les appels et messages entrants. Il refusa de donner des détails sur l'interrogatoire en cours, mais confirma qu'ils avaient trouvé des preuves incriminantes en possession du détenu, démentant ainsi l'hypothèse d'un braquage aléatoire. Puis-je rentrer chez moi? Demanda Lucie. Pas encore. Les actions policières viennent à peine de commencer. Restez ici et suivez nos instructions. Le foulard fut inclus comme preuve d'expertise dans l'enquête. Hector Lambert fut transféré dans les locaux de la police. L'interrogatoire commença en présence de son avocat commis d'office. L'inspecteur lui lut ses droits et lui communiqua le délit dont il était accusé. Hector continuait d'insister sur le fait qu'il ne voulait que voler un sac. Alors on lui montra les procès-verbaux de saisie, la photo, les serre-câbles et le contenu de sa fourgonnette. Ensuite, on lui demanda pourquoi un simple agresseur voudrait suivre un signal GPS, étudier l'itinéraire d'une femme spécifique et l'attendre près d'une vieille carrière. Hector exigea une pause. Après avoir consulté son avocat, il accepta de collaborer et de faire une déclaration. Il confessa que Béatrice l'avait contacté par l'intermédiaire de son cousin. On lui avait offert une somme d'argent importante pour simuler un vol qui se terminerait par un assassinat. On lui avait avancé la moitié du paiement en espèces et le reste lui serait remis quand Lucie serait morte.
Le plan consistait à lui voler son sac et ses bijoux pour simuler un vol avec violence, lui asséner plusieurs coups de couteau et la jeter par la pente de la carrière. Le foulard avec le localisateur servait à savoir à quel moment exact elle descendrait du bus. Selon la confession d'Hector, Charles l'avait rencontré personnellement sur le parking souterrain d'un centre commercial. Il lui avait fourni la photo de sa femme, décrivant sa tenue et le foulard lilas, l'avertissant que la zone où se trouvait la propriété était déserte. Béatrice fut celle qui lui envoya ensuite le plan de la route et les coordonnées GPS. Les déclarations furent immédiatement vérifiées. Les caméras de sécurité du centre commercial corroboraient le rendez-vous sur le parking. Les compagnies téléphoniques confirmèrent les croisements d'appels entre les impliqués. Sur le compte bancaire de Béatrice figurait un retrait en espèces très important juste la veille du paiement de la compte. De plus, les experts informatiques réussirent à récupérer des fichiers supprimés sur son appareil. La photographie de Lucie, une carte de la zone, l'adresse de la propriété et les messages échangés avec Hector. Ces indices furent suffisants pour ordonner les arrestations. Béatrice fut arrêtée près de la maison de sa mère, où elle était venue chercher Aline. La petite fut confiée à la grand-mère. L'enfant pleurait en demandant pourquoi on emmenait sa maman, mais les agents évitèrent de révéler les circonstances devant elle. Charles fut arrêté à la fin de son événement corporatif. En sortant sur le parking, il se trouva nez à nez avec l'inspecteur Lebrun posté près de sa voiture. « Que signifie ceci ?» exigea de savoir Charles. « Vous serez informé des motifs de votre arrestation au commissariat et par les voies légales établies. » Charles tenta de prendre son téléphone, mais l'agent lui ordonna de garder les mains à la vue. L'appareil lui fut confisqué lors de la fouille. Lors de sa première comparution, Charles nia tout. Il soutenait qu'il avait caché le localisateur par jalousie dans l'unique intention de contrôler les mouvements de son épouse et nia catégoriquement avoir commandité son assassinat. Il affirma que Béatrice était une ex-amante déséquilibrée qui avait inventé le complot criminel. Son alibi s'effondra avec l'analyse médico-légale des appareils. Sur son deuxième téléphone dissimulé, les experts réussirent à récupérer les messages dans lesquels il coordonnait l'itinéraire du samedi. Dans son cloud privé, ils trouvèrent des images de la villa et de Lucie devant la porte de l'agence immobilière. La caméra du parking démontra son rendez-vous avec le tueur à gages et sur son ordinateur personnel, ils découvrirent des recherches internet concernant le traitement des héritages en cas de veuvage et sur la manière d'acheter la quote-part légitime des héritiers collatéraux. L'enquête conclut que Charles planifiait de perpétrer le crime en secret. Si la mort de Lucie passait pour une tragique agression accidentelle, il hériterait intégralement de sa moitié de la propriété conjugale. La moitié de Lucie se serait divisée à parts égales entre lui et Laure et il prétendait ensuite acheter sa participation à sa belle-fille. En même temps, l'homme savait parfaitement que si son degré d'implication était révélé, il perdrait le droit d'hériter de Lucie sous la figure légale d'indignité successorale. Béatrice comptait emménager dans la villa avec sa fille Aline dès que le partage de l'héritage serait conclu. Elle avait persuadé son amant en alléguant que le processus de divorce le laisserait en infériorité économique et l'obligerait à donner des explications sur les économies qu'il avait détournées clandestinement. Lors de la confrontation judiciaire, les anciens amants se rejetèrent mutuellement la faute. Il assurait que Béatrice avait localisé le tueur à gages, tandis qu'elle affirmait que c'était lui qui avait choisi la date, le trajet et l'arme blanche. Hector ratifia la participation des deux. Son témoignage était appuyé par des documents, des enregistrements, des relevés téléphoniques et les procès-verbaux des enquêtes effectuées. La confession ne suffisait pas à elle seule pour formuler les accusations, de sorte que l'accusation recueillit des preuves complémentaires pour chaque délit. Noémie reconnut sans l'ombre d'un doute Béatrice comme la femme qui avait commandé le travail de couture, et Charles comme la personne qui était venue récupérer le foulard réparé. Son carnet de commandes, la photo du tracker et le témoignage de tante Antoinette furent ajoutés au dossier. Le propriétaire de la villa s'avéra étranger à tout cela. Il voulait vendre sa propriété légitimement, mais l'appel initial à l'agence immobilière avait été fait par un médiateur à l'instigation de Béatrice. Il fut communiqué à ce médiateur que Lucie, attirée par l'exclusivité de l'accord, ne disposait que du samedi pour venir la visiter, jour où le propriétaire réel était en voyage. La perquisition du domicile familial fut effectuée sur ordre du tribunal. Dans le bureau de Charles, ils trouvèrent un dossier rempli d'extraits de comptes bancaires. Il avait transféré des fonds à Béatrice par des montants fragmentés, les camouflant sous de prétendus paiements à des fournisseurs de la société de construction et de fausses factures de réparations automobiles. Un fichier indépendant recueillait son projet comptable. L'évaluation de la villa,
la valeur prévue de la quote-part de l'or, les frais de déménagement et le budget des meubles pour la chambre d'enfant, au bas duquel figurait le nom d'Aline. Lucie lut la copie du document au bureau judiciaire et garda le silence longtemps. Elle contemplait noir sur blanc la preuve que cette petite inconnue était, en effet, sur le point d'occuper son espace vital. Dans le garage, ils tombèrent sur l'emballage du tracker, une carte SIM de rechange et le reçu d'achat de l'appareil. Sur l'étagère d'une armoire, ils découvrirent une enveloppe bombée avec des euros en espèces. De même, le rapport d'expertise confirma que les empreintes digitales imprimées sur la carte interceptée dans la fourgonnette appartenaient à Charles. Au début, Béatrice soutint que sa seule intention consistait à intimider sa rivale amoureuse, mais lorsqu'on la confronta aux transcriptions récupérées de son application de messagerie, elle rectifia pour déclarer que c'était Hector qui l'avait séduite avec l'idée de l'homicide. Les agents inspectèrent la chronologie d'envoi des fichiers et il fut évident que c'était elle qui avait envoyé en premier les images de la carrière. Avec une instruction explicite de la jeter par ce ravin, Charles voulut faire parvenir une lettre à son épouse. Lucie refusa catégoriquement d'ouvrir l'enveloppe. Puis il tenta une autre approche par l'intermédiaire de son avocat, offrant de renoncer à toute réclamation matrimoniale sur les biens communs en échange de son pardon. Son avocate, Thérèse Dupont, lui expliqua. Dans une instruction pénale pour ce type de délit grave, un accord ne paralyse pas l'action de la justice et la renonciation au patrimoine laisse indemnes les indices accumulés. Il est toujours convaincu que le patrimoine sert à tout réparer, murmura Lucie. Et leur ajouta, eh bien, qu'il apprenne une fois pour toutes que la vie d'autrui ne peut être échangée contre quelques mètres carrés. Après plusieurs mois d'instruction, le procès s'ouvrit. Lucie était présente à toutes les sessions. Voir Charles derrière le panneau de sécurité du banc fut plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Il était amaigri, portait une barbe de plusieurs jours et, malgré les circonstances, s'efforçait obstinément de croiser son regard avec le sien. Lorsque la juge interrogea la victime sur la ratification des accusations, Lucie répondit sereinement. Oui. Charles demanda la permission à la juge de poser une question. Crois-tu vraiment que je souhaitais ta mort ? Tu as déterminé ma route sur ce chemin que tu avais planifié. Cela me suffit. J'aurais avorté l'opération. Tu aurais pu t'abstenir d'acheter le foulard, le tracker et de recruter un tueur. Lucie lui adressa de nouveau la parole. Le tribunal condamna Charles et Béatrice en tant qu'instigateurs et auteurs intellectuels d'un délit d'assassinat manqué par commande, avec la circonstance aggravante de motivation lucrative. La qualification légale de chaque charge fut individualisée en fonction de la participation des accusés et du degré d'exécution accompli par le tueur à gages. Hector Lambert fut condamné pour tentative d'assassinat et pour les autres délits figurant à son casier judiciaire. La magistrate a apprécié sa collaboration dans l'élucidation de l'intrigue, atténuant les peines, mais sans l'exempter de son exécution en prison. À la conclusion du procès, Lucie sortit du tribunal, flanquée de sa fille. Un groupe de journalistes attendait sur les marches. Lucie s'abstint de tout commentaire concernant la mineure, Aline, et demanda instamment de ne pas faire d'une créature innocente le protagoniste d'un événement médiatique. L'enfant resta définitivement sous la garde de sa grand-mère. Ensemble, elles devraient affronter une infinité d'adversités. Laure prit le bras de sa mère avec une tendresse silencieuse et la conduisit à la voiture. Le jugement ne réussit pas à restituer Lucie à son ancienne réalité. Il marqua seulement la séparation légale entre l'événement survenu et un avenir qu'il restait à forger. Le divorce fut traité comme un processus parallèle. La représentation légale de Charles tenta d'entraver la liquidation de la communauté de biens et le partage des actifs, soulevant des litiges concernant les investissements réalisés dans la rénovation du logement familial. Lucie présenta les relevés bancaires qui prouvaient avec une clarté limpide l'origine des ressources ayant financé la grande majorité des travaux. Une fois l'ordonnance sur le pourcentage de propriété correspondant à chaque partie émise, ils convinrent de procéder à la vente de la villa, étant donné qu'aucun des deux ne disposait de liquidité pour acquérir la proportion de l'autre selon les conditions stipulées. Au début du printemps, un acheteur apparut. Le jour de la remise des clés, Lucie se présenta avec Laure et son avocat. Elle parcourut une dernière fois les pièces, retira quelques cartons emballés à la dernière minute et s'arrêta une seconde dans la chambre conjugale. Concrètement, devant la chaise déchaussante sur laquelle reposait. Autrefois, ce morceau de tissu lilas. Tu es prête, lui demanda Laure. Oui. Lucie ferma les fenêtres et quitta les lieux. Il y avait des mois que ce toit avait cessé d'abriter ses aspirations, bien avant qu'il ne rejoigne la liste des propriétés transférées.
Ces murs de briques nus n'avaient plus de sens pour elle. Elle utilisa la somme d'argent provenant de la liquidation de la propriété pour acquérir un joli appartement situé dans le même immeuble résidentiel que sa fille, exactement 2 étages plus bas, un espace intime et lumineux, pourvu d'une petite terrasse donnant sur les jardins de la copropriété. Lucie se chargea de la décoration, choisissant personnellement tout le mobilier, libérée désormais de la contrainte de se demander si les designs plairaient à un tiers. Le jour convenu pour le déménagement, Marine se présenta avec un gâteau fait maison. Laure l'aida à déballer les cartons et ensemble elles installèrent le nouveau miroir dans le hall d'entrée. À partir de maintenant, il suffira de monter ou descendre les escaliers en à peine 30 secondes, souligna sa fille. Mais n'aie pas l'idée de venir sans prévenir d'abord par téléphone. Tu établis déjà des règles de vie en commun. J'apprends à me régir par les miennes. Toutes deux éclatèrent de rire avec complicité. Quelque temps plus tard, Lucie retrouva Noémie sur la petite place près de son local. La jeune couturière tentait à plusieurs reprises de refuser toute marque de gratitude de la part de Lucie. Néanmoins, Lucie avait insisté pour prendre en charge l'intégralité des frais d'inscription au cours de modélisme dans une célèbre école de mode. Ainsi que pour faciliter financièrement à tante Antoinette l'obtention d'un contrat de location d'un établissement excellemment situé dans un quartier très fréquenté du centre historique de la ville. « Je ne vous ai pas sauvé la vie », s'excusa Noémie, rougissante. « Je vous ai juste rendu le foulard que vous aviez perdu. Tu m'as rendu bien plus qu'un simple morceau de tissu. » Presque une année entière s'était écoulée depuis l'interruption du voyage fatal à la carrière. Et maintenant, Lucie s'apprêtait à organiser le repas dominical dans son appartement confortable. Elle avait disposé sur le plateau central une magnifique dorade rôtie accompagnée d'une garniture végétale arrosée de la sauce du réveillon du Nouvel An, préparée en suivant cette recette qu'autrefois Charles suivait. Laure fit son entrée en portant plusieurs bières artisanales. Marine déposa sur le comptoir un centre floral et Noémie, qui avait également été invitée, leur offrit sa présence, enveloppée dans un élégant foulard au ton beige de nouvelle création. « Je l'ai tissé expressément pour vous », lui indiqua la jeune femme. « C'est vraiment magnifique », admira Laure. Émerveillée. Lucie accueillit entre ses mains la douce chaleur de la fibre de laine. En prenant place autour de la nappe, Lucie plongea ses yeux dans ceux de sa fille. Aucun écho extérieur n'allait transformer son affection en un tournoi compétitif de loyauté et elle ne permettrait en aucun cas que l'aide des autres soit jamais étiquetée d'opportunisme matérialiste. « Et pourquoi devrions-nous trinquer cette fois-ci » interpella Marine avec une joie exubérante. Tenant son verre. Lucie se remémora instinctivement la désolation de ce tronçon sauvage, le froid de la vieille carrière et le courage de cette agente enveloppée dans son manteau, qui n'hésita pas à faire le pas résolu en direction du danger, occupant la place qui lui revenait. À la santé de ces personnes merveilleuses qui ne détournent pas le regard lorsqu'elles rencontrent ceux qui ont besoin d'aide, annonça-t-elle. À travers les baies vitrées de la terrasse, les bâtiments voisins commençaient à parsemer le crépuscule urbain de points de lumière orangée. 2 étages plus haut, Laure avait laissé une fenêtre battante ouverte pour aérer l'air. Lucie laissa affleurer un sourire serein sur ses lèvres. Maintenant, elle avait un modeste foyer où s'abritait, la chaleur inconditionnelle de sa fille à portée de main et la certitude absolue et tranquillisante que, face à l'avenir qui s'étendait à l'horizon, elle ne rencontrerait plus de front l'ombre froide de celui qui calculait de s'adjuger d'avance le prix dicté par la valeur de sa propre vie.